pas du tout impressionnant. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici, dans cette salle assez dingue, pour animer cette table ronde où il n'y a pas de table et où, pour se mettre en cercle, on a un peu galéré à trois. On va vous parler de management par le cœur, donc avec nos deux invités, Florence et Stéphane. Après, c'est Optimum et après, c'est le... Alors, moi, je parle bien dans le micro. Vous m'entendez pas? Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Est-ce que vous m'entendez? Donc, je disais, on est là cet après-midi pour parler de management par le cœur avec Florence et Stéphane, que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors, avant ça, je vais me présenter en 2 mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Sandrine Mouchet. Mouchette pour les intimes au CJD. Alors, j'ai 47 ans, c'est comme ça qu'on se présente au CJD, depuis lundi. Et je suis rentrée au CJD dans la magnifique section du 92. Et j'avais... Ils sont là. Et j'avais 33 ans à l'époque. Donc, j'ai réalisé hier que j'avais passé un tiers de ma vie au CJD et ça m'a fait un choc. Évidemment, du coup, le CJD tient un rôle très important dans ma vie et a fait que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, professionnellement et personnellement, et que je suis aujourd'hui là pour animer cette table ronde et vous parler d'amour. Comment ça s'est passé? Comme beaucoup, j'ai reçu un coup de fil de Mélanie qui m'a dit Sandrine, quand tu étais PDS, là, ton projet de mandat avec Natacha, c'était pas Love is All? Oui. Tu es à l'aise pour parler en public, toi? Oui, ça va, ça m'arrive d'animer des séminaires. Et tu fais quoi, le 8 décembre? Et donc, me voilà, avec donc Florence Guémy et Stéphane Jasmin, que je vous propose d'applaudir et de remercier. Alors Florence, toi tu es directrice générale du groupe Bayard. Alors tu as la particularité d'avoir passé presque toute ta vie professionnelle au sein de Bayard. Donc tu as été directrice générale de Bayard Jeunesse et tu as été également DRH pendant plusieurs années, alors que ce n'était pas du tout, je crois, ni ta formation ni ton expertise au départ. Tu as donc grandi finalement au sein de cette entreprise. Et c'est ce parcours qui t'a amené à t'interroger finalement sur ta posture de leader, de manager. Et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, sachant que tu fais aussi partie du conseil d'administration de HLU, donc Heart Leadership University, excusez-moi pour mon anglais, et dont tu vas nous parler tout à l'heure. Stéphane Jasmin, donc toi tu es coach et formateur en management, tu formes au CJD d'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de JD ont dû passer par tes formations. Alors dans une ancienne vie professionnelle, tu as travaillé dans des grands groupes anglo-saxons dans le domaine des services, je crois, et aujourd'hui tu accompagnes les leaders, les managers à finalement plutôt s'appuyer sur la force de leurs collaborateurs plutôt que eux-mêmes de diriger par la force. Et c'est ce dont tu vas nous parler maintenant. Alors, on va avoir vous aurez le temps de poser des questions après. Là, pour l'instant, c'est moi qui vais animer ce temps avec vous deux. J'avais envie de commencer déjà un peu par votre parcours. Finalement, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, un 8 décembre, à venir nous parler d'amour au cœur du management? Peut-être Florence, honneur aux dames, Stéphane. Bonjour à tous, merci pour votre accueil, parce que c'est très réconfortant qu'on ait un peu le trac de sentir une telle chaleur dans la salle. Et puis, vraiment, je voulais vous dire que je me réjouissais énormément du thème que vous aviez choisi. Parler d'amour quand on est dirigeant, ça sonne un tout petit peu bizarre, et ça sonne un tout petit peu pionnier, et ça sonne vraiment très subversif. Voilà, et donc vraiment que des jeunes dirigeants se sentent concernés par ce sujet vraiment me fait un immense plaisir. Donc voilà, donc très très heureuse et très honorée d'être avec vous.
Pourquoi je me sens bien avec vous aussi? C'est parce que bon, moi, mon plaisir depuis que je travaille, et ce que je me suis représentée, dont je me suis aperçue au fil du temps, c'est que j'aimais les gens, j'aimais les autres, j'aimais travailler en relation avec les personnes, et que je me suis aperçue très vite que la relation humaine était dépassait tout dans mon travail, plus même que le résultat. Donc la première chose, c'est vraiment ça, c'est ma façon de considérer l'entreprise comme un lieu, une aventure humaine, une aventure collective. Et puis le deuxième aspect, c'est que je travaille à Bayard, donc depuis plus de 30 ans aujourd'hui, une entreprise que j'adore. Donc on parle d'amour, j'adore Bayard. J'ai fait beaucoup de métiers dans cette entreprise. C'est une entreprise ancienne qui a 150 ans d'âge. C'est une entreprise qui s'est conçue sur un projet très fort, un projet d'éducation, de spiritualité, d'information pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes en recherche intérieure. Et cette entreprise m'a portée, m'a nourrie, m'a donné énormément. Je m'en sens héritière. Et c'est une entreprise qui vit des temps très difficiles, très chahutés, où évidemment le court terme pourrait créer de la peur et sacrifier le long terme. Et donc tout mon sujet a été, et aujourd'hui encore en tant que dirigeante, de m'atteler à protéger ce long terme, à protéger ce projet d'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui on est devenu entreprise à mission justement pour préserver cet avenir de l'entreprise. Voilà. Merci Florence. Stéphane, qu'est-ce qui... Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, autant vous dire que la question de la relation humaine et mettre l'humain au centre, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à bosser, c'était vraiment pas mon truc, puisque je suis sorti d'une école d'ingé avec une démarche et un intellect très fort, la valeur donnée à la rationalité, au cartésien, etc., etc. Et puis je me suis rendu compte au fil du temps que finalement, on ne pourrait avancer que si on donnait de la valeur à la relation humaine. Et ce qui a fait que j'ai basculé de ces métiers techniques, techniques de gestion de projet, puis de management, puis de vente, etc., à ce que je suis aujourd'hui en tant qu'indépendant, c'est que j'ai vécu une vraie violence dans l'entreprise, la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé avant de devenir indépendant, jusqu'au jour où j'ai dit stop, je ne participe plus au CODIR. Ce CODIR est trop violent. En fait, ce CODIR, c'était un combat permanent. C'était un ensemble de relations de domination et de soumission. Et c'est là que je me suis dit, crise des 40 ans aidant, en plus il se passe un truc à 40 ans, hein, donc j'ai changé professionnellement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aux entreprises avec lesquelles j'ai envie de travailler sur le thème du management. Et c'est là que je me suis dit que j'allais consacrer tout ce que je fais depuis 13 ans maintenant à la relation humaine, comme quoi on peut basculer à tout âge. Et je pars maintenant du principe que finalement, pour avancer, le collectif et l'idée d'aimer l'autre est juste fondamentale pour pouvoir faire émerger la force chez l'autre. Et donc je développe un adage, un aphorisme, me diraient certains, qui est « il y a de la force à ne pas en mettre » pour justement faire émerger la force là où elle est. Elle n'est pas chez moi, la force. Elle est dans les liens que je crée avec les autres pour fabriquer un mouvement collectif. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci Stéphane. Mais alors, finalement, c'est quoi aujourd'hui manager par le cœur? Manager avec le cœur, manager avec amour. Pour vous, ça consiste en quoi? Florence ou Stéphane, comme vous voulez. Alors, peut-être plusieurs aspects. La première chose, peut-être, c'est de tenir compte du monde dans lequel on vit. Et une entreprise, elle est évidemment, elle a son compte de résultats, elle a son activité et son souci de développement. Mais je crois que diriger par le cœur et avec amour, c'est tenir compte du fait que l'entreprise a un impact sur le monde qui dépasse son résultat opérationnel. Donc la première chose, c'est vraiment d'avoir une vision holistique 360 de ce qu'on fait en se disant, ben voilà, les conséquences économiques sont celles-ci et c'est très important, mais comment je me rends cohérente du point de vue social, du point de vue de mon impact sur la société et du point de vue de l'environnement. Donc cette triangulaire-là me paraît absolument décisive. Ça, c'est vraiment le premier point et ça ne va pas de soi, encore une fois, dans une filière, dans un métier de médias qui est très chahuté et sur lesquels on se pose plein de questions sur notre avenir parce qu'il faut se transformer, parce qu'il faut penser au numérique, il faut investir. On prend l'inflation de plein fouet et donc on se dit oh là là, notre économie, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ben oui, mais il faut aussi penser au temps long. Ça, donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour moi aussi se décentrer de soi-même, sortir de son ego et penser au projet de l'entreprise. Alors c'est facile pour moi parce que je bosse dans une boîte incroyable qui met le lecteur, l'enfant, la personne âgée au centre de son projet.
Donc, se décentrer, c'est de se dire que finalement, je ne roule pas pour moi, je roule pour faire en sorte que ce projet il ait un impact véritable et sincère sur un public auquel je me destine. Et puis, le troisième point qui est très important pour moi, c'est la manière de concevoir son leadership. On parlait de management par le cœur, de leadership par le cœur. Je pense qu'il faut sortir de ces carcans, il faut sortir de ces croyances. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée au directoire, il y a 5 ans, je m'imaginais qu'être leader, c'était faire preuve de domination, avoir une vision toujours juste et être sûr de soi en permanence. Mais en fait, je me rends compte que être un leader aujourd'hui au XXIe siècle, c'est avoir conscience de son humanité et faire rayonner son humanité dans toute son imperfection, dans ses questionnements, dans la capacité d'écouter, dans son intuition, dans son courage, dans son empathie. On en reviendra peut-être à ces sujets-là, puisque c'est vraiment la thématique de la HLU, Université du Cœur, dans laquelle je me suis investie. Voilà, donc c'est vraiment tenir compte de tout ça et sentir que finalement, être dirigeant aujourd'hui, en tout cas, moi c'est ce qui me porte, c'est ressentir que ce n'est pas une question de pouvoir sur les autres, c'est une question de puissance, mais pas de surpuissance, pas d'impuissance, mais de puissance qui connaît ses limites et qui sait que ces limites, elles consistent justement à partager le pouvoir et à avancer en connaissance de cause de ce monde incertain, de ce monde complexe et de toutes les expertises qui ne sont pas les miennes, mais qui feront que, bien partagées collectivement, elles pourront être plus puissantes pour développer l'entreprise. Merci Florence. Ça fait écho avec il y a de la force à ne pas en mettre, Stéphane. Oui, la force à ne pas en mettre, tu parles de pouvoir, Florence. Moi, je pense que c'est une vraie question de pouvoir, justement, d'aimer ou de manager par le cœur. Et c'est notamment la capacité à pouvoir faire avec les autres et bien sûr pas exercer le pouvoir sur les autres. Manager par le cœur, moi, je pars d'un principe qui est de dire, déjà, ça se fait dans une entreprise. Et j'aime bien considérer que l'entreprise s'écrive avec un grand E, au sens où on a tendance à considérer que l'entreprise, c'est d'abord une organisation qui vit, qui évolue, qu'on subit parfois. Or, à y regarder de près, l'entreprise, c'est quand même d'abord le seul vrai lieu dans lequel on entreprend. On entreprend avec ses collaboratrices, on entreprend avec ses collaborateurs pour ses clients. Et c'est là que l'entreprise, ça ressemble un petit peu à McDo quelque part. C'est-à-dire que McDo, vous savez, vous y allez, venez comme vous êtes. L'entreprise, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, en tout cas par rapport aux expériences que j'ai vécues, on a tendance à rationaliser, on a tendance à penser l'entreprise avec la tête. On en oublie que finalement, rentrer le matin dans une entreprise, c'est venir dans son entièreté d'être humain. C'est venir avec ce que l'on est, c'est vivre ou venir avec ses émotions. Depuis toutes ces années que je travaille, j'ai encore jamais trouvé le petit robinet qui est je rentre dans l'entreprise, plus d'émotions. Je sors de l'entreprise, ça y est, je libère mes émotions. Non, on rentre dans l'entreprise avec tout ça. Et je pense que manager par le cœur, c'est justement la capacité à décentrer cette idée qu'on est évalué, comme disait ce grand philosophe Richard Virenque à l'insu de notre plein gré, sur notre capacité à penser, à rationaliser les choses. Et finalement, la vraie force dans le management par le cœur, c'est de pouvoir considérer les gens dans leur entièreté. D'où l'idée qu'il y a de la force à ne pas en mettre, c'est comment je fais émerger toute la force chez les gens avec lesquels je travaille, toutes les parties prenantes, pour pouvoir m'appuyer dessus et créer des relations d'égal. C'est-à-dire que moi, manager, je suis au moins aussi imparfait que les gens que je manage. Pas facile à entendre. Hein. Vous, dirigeants, vous êtes au moins aussi dirigeante, au moins aussi imparfait et imparfaite que les gens avec lesquels vous travaillez. Et donc l'idée, c'est de recréer des relations, non pas de soumission et de domination, mais des relations qu'on va rendre horizontales, pour justement travailler sur la notion de pouvoir avec les autres. Mais alors, pour l'avoir vécu en tant que PDS, donc au CJD, quand on a posé ce thème de mandat Love is All, est-ce que tout ça, c'est pas un peu bisounours? Parce que c'est un peu ce qu'on nous renvoie quand on arrive avec des jolies théories presque, alors que pour moi, c'est une conviction profonde. Mais on reçoit quand même souvent ce retour-là. Comment est-ce que vous vivez, vous, toi, avec tes clients et peut-être toi C'est un choix à faire. Hein. C'est-à-dire que oui, dit comme ça, effectivement, ça relève de la théorie, ça relève même de la philosophie.
Maintenant, c'est un choix qui est à faire. C'est soit je construis mon avenir avec les membres de mon équipe sur la base des habitudes que j'ai eues jusque-là, et donc cet avenir n'est finalement que la prolongation de mon passé, soit à partir d'un moment, je me dis comment je peux manager autrement, comment je peux créer des conditions d'engagement des équipes autrement. Certains ne changeront pas de façon de faire, ils continueront à exercer leur force, tu le disais Florence tout à l'heure, avec des croyances qu'un leader, ça doit s'affirmer, ça ne doit pas être vulnérable, ça doit avoir réponse à tout. C'est un choix. C'est un choix. On peut très bien travailler autrement, et les entreprises dans lesquelles je travaille, pour lesquelles je travaille et que j'accompagne depuis toutes ces années, les résultats sont très intéressants. D'ailleurs, ils en redemandent bien souvent. Moi, je voudrais peut-être nous mettre en garde sur le fait que, effectivement, souvent, l'amour, l'empathie, c'est, comme tu disais, Sandrine, ça peut paraître bisounours. D'ailleurs, c'est la première question que je me suis posée quand j'ai voulu intégrer HLU. Je me suis dit, mais finalement, Université du Cœur, Heart Leadership University, c'est super bisounours. Je vais encore me faire cataloguer de super empathique et de super... Et je me suis dit, finalement, en réfléchissant, c'est ce que je vous disais d'entrée, non, la question du cœur, justement, c'est une forme nouvelle de ressort, de puissance sur lesquels on peut appuyer son leadership. J'en suis absolument persuadée. Et c'est éminemment subversif, justement parce que ça n'est pas commun, parce que c'est quelque chose qui renouvelle aussi le regard sur l'entreprise et sur les relations au sein de l'entreprise. Et très concrètement, à Bayard, cette notion de bienveillance qui existe de tout temps, parce que c'est vraiment... comment dire, quelque chose qui s'est construit nativement avec le projet Bayard. Bayard, c'est une entreprise catholique qui s'appuie sur une fédération, une congrégation de prêtres qui sont actionnaires depuis 150 ans de l'entreprise. Et donc la notion d'amour, au sens aussi même religieux, quelque chose de bienveillance, c'est quelque chose qui a toujours imprégné l'entreprise. Mais quand je suis arrivée à Bayard, en qualité de DRH, finalement, je me suis aperçue que la bienveillance, ça pouvait être très mal compris. Et c'est là que je veux en arriver. C'est-à-dire que la bienveillance, ce n'est pas l'art d'être toujours gentille. La bienveillance, c'est l'art aussi de formuler une exigence. C'est l'art de faire grandir l'autre. Parfois, la bienveillance, quand on la prend au strictement parlant, ça peut être une forme de lâcheté aussi. Moi, quand je suis arrivée en tant que DRH, j'ai vu qu'il y avait des formes de violence à ne pas dire les choses aux personnes. Quand un responsable ne dit pas à son collaborateur que ça ne va pas, et que tout ça, et que la relation s'enferme dans son non-dit, c'est un véritable poison. Donc, vraiment, bienveillance, oui, bien sûr, bienveillance dans l'art d'amener le sujet, un sujet difficile, bienveillance dans l'art même de la controverse, mais bienveillance rime avec exigence, rime avec l'art de faire grandir l'autre et de lui dire la vérité qui le concerne et qui l'aidera à progresser professionnellement. Voilà, donc je trouve que c'est très important de prendre le mot avec tout ce qui va avec lui et les risques qu'il peut comporter. Juste pour... Pour aller un tout petit peu plus loin sur la bienveillance, j'en ai fait un autre mot, je l'ai transformé. C'est l'idée de passer du temps à bien veiller à rendre ses collaboratrices et collaborateurs capables. C'est une forme de bienveillance, parce que de toute façon, on vient rarement le matin dans l'entreprise en se disant à qui je vais bien pouvoir péter la figure aujourd'hui. Voilà, on a tous des éléments de bienveillance au fond de nous, c'est notre ADN par nature. Mais l'idée, c'est quand même de bien être conscient, se rendre conscient de ce Jean-Claude vandamisé, finalement, être aware, bien attentif de ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre cette bienveillance. Donc passer du temps à bien veiller à rendre les autres capables et à créer l'environnement qui va leur permettre de se développer. C'est aussi la bienveillance. Merci Stéphane. Concrètement, parce qu'on a des dirigeants là qui veulent aussi des exemples concrets, je pense. Concrètement, c'est quoi les bénéfices à adopter ce management par le cœur? Moi, j'en suis convaincue, mais pour ceux qui seraient un peu à dire, finalement, est-ce que c'est pas un peu dangereux d'aller vers trop de bienveillance tel qu'ils l'imaginent? Qu'est-ce que vous avez comme exemple concret, finalement, que vous pourriez nous raconter de ce fameux management, ce que ça a apporté à l'entreprise et aux individus? Stéphane? Le mot qui revient le plus souvent des fins de mission que j'ai avec mes clients, c'est sérénité. Les gens se fabriquent de la sérénité à partir du moment où ils intègrent que
Progresser ensemble, s'appuyer sur la force des autres, eh bien, c'est aller chercher la force qu'on n'a pas en soi, c'est la sérénité. Le deuxième élément, c'est j'ai moins peur. Ça, c'est un mot qui revient souvent parce que les observations que je peux faire dans l'entreprise, c'est que c'est pas l'amour qui prédomine dans l'entreprise, c'est pas la joie, c'est d'abord la peur. Alors avec toute une gradation de j'ai un doute, j'ai une crainte, j'ai une angoisse, j'ai peur. On a peur de ne pas réussir, on a peur de passer pour une quiche, on a peur de demander de l'aide, on a peur de plein de choses. Et finalement, cette peur nous emmène à un comportement assez classique qui consiste à maîtriser les situations dans lesquelles on a peur. Et en fait, les personnes que j'accompagne renversent la donne, ont toujours un peu peur, bien évidemment, de ne pas atteindre le résultat, de ne pas être performant, etc. Mais en tout cas, réduisent la peur de l'autre et donc se donnent 100% de chance de les embarquer avec eux pour fabriquer de la sérénité très concrètement. Je vais vous donner 2 exemples qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, c'est le fait d'accepter les dilemmes et de traiter les dilemmes. Ça va de pair avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que nous soyons responsables en tant que dirigeants, vous êtes responsables en tant que dirigeants, de l'impact de votre activité sur toutes ces parties prenantes. Vos clients, vos fournisseurs, la nature, évidemment vous-même, parce que vous êtes souvent parfois votre propre actionnaire, et que c'est très important d'avoir cette vision globale. Et donc, un des exemples, c'est que nous avons construit des outils à Bayard qui sont des outils pour traiter ces dilemmes. On a par exemple monté une calculette carbone qui nous aide dans le cas où on fait des choix, par exemple, de formules techniques pour nos magazines et nos livres, de dire, voilà, quel est le coût économique de ces 2 formules, on les compare, et puis quel est le coût carbone de ces 2 formules et on les compare. Et parfois, le choix va se porter vers le coût le plus élevé économiquement parlant, mais le plus bas en termes d'émissions carbone. Voilà. Autre exemple, dans ce même registre, on a fait le choix d'arrêter de proposer le service d'aller à nos publics seniors, d'aller dans le Grand Nord, dans des croisières qui atteignaient la biodiversité. On offre des services, on fait des partenariats avec des agences de voyage, et jusque-là, on gagnait beaucoup d'argent dans une proposition de voyage extrêmement destructeur de biodiversité, avec des grands paquebots, voilà. Et ça, on a décidé de l'arrêter. Et ça, c'était une décision très difficile, notamment par rapport à à notre actionnaire, par rapport à des moments où aussi on cherche du résultat, on cherche à tenir notre marge, mais c'était une décision de cohérence que nous avons prise à l'aune de ces dilemmes, et donc être capable de faire des arbitrages qui vont parfois à rebours des intérêts économiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément qui est plus de nature humaine, c'est ce que j'ai pu vivre, par exemple, quand Bayard Jeunesse a fait un partenariat, il s'est développé dans le livre avec Gallimard à un certain moment, ou lorsque j'ai pris les fonctions de RH, de DRH, alors je ne connaissais absolument rien au métier de DRH. Un jour, le président m'a dit « Mais Florence, est-ce que tu veux bien être DRH du groupe ?» J'étais éditrice à la jeunesse, Bayard et Milan. Je me voyais toute ma vie à la jeunesse. J'avais 4 enfants. Je trouvais que ce parcours à la jeunesse était très nourrissant pour moi. J'y voyais vraiment une unité de vie entre ma vie professionnelle, ma vie privée, etc. Je m'étais projetée toute ma vie dans cette passion pour la jeunesse. Et un jour, on me dit « Tu seras DRH ». Je voyais vraiment ce métier comme quelque chose comme une perte par rapport à ce que j'avais vécu. Pour autant, j'ai accepté et ça a été un immense bonheur. J'ai accepté et je me suis dit comment je prends ce métier que je ne connais pas. Et le comité directeur qu'on a forgé était un comité directeur constitué de personnes extrêmement expertes dans leur domaine. Et ce que j'ai fait, j'ai accepté de ne pas savoir. Et j'ai animé ce comité directeur justement dans cette logique animation, anima, l'âme en latin, c'est l'anima, dans cette logique de croire que chacun dans son expertise avait ma confiance, de leur donner ma confiance et de créer les conditions que les décisions puissent se prendre et que les sujets puissent être documentés de manière à ce qu'ils soient lisibles et pédagogiques. Moi-même qui n'y connaissais rien, j'avais besoin de cette pédagogie. Et donc tout le monde y a trouvé son compte. Les opérationnels de la DRH qui, du coup, valorisaient leur expertise, et moi-même qui apprenais le métier et qui apportais aussi ma connaissance de l'interne et des métiers que j'avais traversés jusque-là dans l'entreprise. Voilà. Merci. Et en vous écoutant, j'entends que ça ne se décrète pas. Devenir un manager comme ça bienveillant, c'est un parcours, c'est un cheminement personnel, j'imagine. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ? Est-ce que c'est compliqué de devenir un manager bienveillant ?
Je reviens sur cette idée de ce grand philosophe Jean-Claude Van Damme, et je pense que c'est la clé, c'est-à-dire que la Jean-Claude Van Damisation me semble très très importante, parce que finalement un manager bienveillant, qu'est-ce que c'est? À nouveau, c'est celui qui va bien veiller à passer du temps à rendre les gens responsables et capables. C'est une question de légitimité. C'est-à-dire que vous êtes dirigeant aujourd'hui, vous êtes légitime parce que vous avez cette fonction et parce que vous avez monté votre boîte ou vous avez racheté la boîte, donc vous êtes légitime par la fonction. La vraie question qui va se poser, c'est et si vous deveniez légitime, non pas par rapport au levier de légitimité auquel vous croyez vous, mais vous deveniez légitime en créant les conditions pour vous rendre légitime aux yeux des membres de l'équipe. Il y a un vrai chemin, il y a un vrai questionnement à avoir par rapport à ça, et plutôt que de décréter sa légitimité, c'est d'aller la chercher. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même important à avoir en tête, et c'est quelque part faire preuve de courage. C'est d'inverser la dynamique, je passe de « je me sens légitime » à « je le deviens encore plus aux yeux des membres de mon équipe ». Il y a un vrai travail, et je pense que ça, c'est un vrai travail de leader à faire pour transformer cette légitimité-là. Comment on peut devenir manager, dirigeant par le cœur ou avec amour? Bon, déjà, je pense qu'il y a quand même quelque chose en soi qu'il faut réveiller, hein, c'est sûr. On peut pas se réclamer leader du cœur si on ne l'est pas au fond dans cette sincérité-là, dans cette envie-là. Ça, c'est vraiment une première chose. Donc, c'est comment je fais en sorte que ce que j'ai en moi se révèle dans sa puissance et dans un leadership qui soit un leadership qui entraîne les équipes et qui aille dans un sens vertueux encore une fois, à 360. Donc moi, la première chose, c'est peut-être bien s'entourer, rentrer dans les bons réseaux, ne pas rester seul. Mon étape de rencontre à HLU avec mes collègues de HLU a été très fondateur pour moi, car en tant que femme, seule femme au directoire, je me sentais un peu isolée. Je sentais que j'avais cette fibre sociale que j'avais vécue en RH, mais qu'elle n'était pas forcément valorisée. J'avais un imaginaire du pouvoir qui n'était pas celui de mes collègues. Voilà. Et donc, grâce à ces rencontres que j'ai eues dans le cadre de ce parcours, grâce à mes collègues qui m'ont encouragée, grâce à leur regard bienveillant sur moi-même, ça c'était important aussi, j'ai pris courage, j'ai eu confiance en moi, on s'est formés, on a fait des rencontres, j'ai eu des outils aussi pour créer ma conviction et pour avancer dans mes champs d'implication. Voilà. Donc vraiment ne pas rester seul et trouver des alliés qui nous emmènent pour aller ensemble sur ce chemin qui est un chemin pour moi de vie et de développement pour soi et aussi pour l'entreprise et pour tous ses collègues de travail. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, et ça aussi je l'ai vécu pendant le parcours, c'est faire connaissance avec soi-même. Parfois on est pris par on a des strates sociales qu'on s'est posées les unes sur les autres et on imagine encore une fois qu'on doit être ci ou ça pour être un dirigeant apprécié, reconnu, etc. Et on oublie qui on est. Je trouve que la première chose à faire, c'est de se connaître soi-même. Voilà. Comme vous voulez, comme vous pouvez, mais connaître sa vérité propre. Et ça, c'est très, très important parce que vous serez beaucoup plus fort, me semble-t-il, si vous êtes aligné avec vous-même. Donc, il n'y a pas qu'une façon d'être un manager. Il y a un dirigeant par le cœur et un dirigeant bienveillant. Il n'y a pas qu'une façon. Chacun a sa propre façon d'être. Ça, c'est vraiment. Donc, se trouver soi-même, être sincère avec soi-même et appuyer, voilà, sur tout ce qui peut résonner avec soi pour pouvoir être, voilà, donner le plus fort de son potentiel à ses partenaires, à ses équipes et au monde quand on le peut, quand on a un impact possible sur le monde. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, se connaître bien, et donc quand on se connaît bien, on sait aussi ce qui ne va pas. Enfin, on n'est pas un surhomme ou une surfemme. Et cet interstice-là de vulnérabilité, d'incertitude, de questionnement, eh ben, on peut l'exposer, on peut en être conscient. Et justement, je trouve que notre force, c'est de mesurer son incomplétude pour bien s'entourer. Et bien s'entourer et faire confiance a priori à ses collaborateurs. J'insiste sur le a priori. J'ai eu beaucoup de débats en interne sur ce sujet. Non, c'est pas du donnant la confiance. Elle se donne a priori. Voilà, c'est une façon aussi d'alimenter ce leadership par le cœur qui me paraît, encore une fois, extrêmement puissant.
Oui, finalement, s'aimer soi avant de pouvoir aimer les autres. C'est ce que vous partagez tous les deux. Je vous laisserai conclure tout à l'heure en nous donnant peut-être vos clés principales. Là, il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, je ne vois pas du tout la salle, mais peut-être si certains ont des questions à poser à Stéphane et Florence. Alors, j'ai le numéro 1, Laurent. Oui, des questions sur le live, mais une question qui m'est venue en tête assez rapidement, c'est quelle différence faites-vous entre manager par le cœur et manager avec les émotions? Parce qu'on parle beaucoup d'émotions aujourd'hui dans l'entreprise, et je trouvais intéressant d'ouvrir ce sujet-là. Je n'ai pas entendu le premier mot, la différence entre... Manager avec le cœur et manager avec les émotions. Manager, je peux me permettre, manager avec le cœur, on parle déjà d'aimer. Voilà, en voilà une, déjà, ça y est. C'est partir du principe que, par nature, la confiance s'installe. Donc, j'ai confiance, la racine étymologique est intéressante. Hein, c'est fier avec. Et par nature, il y a quelque chose qui est, a priori, comme disait Florence, et ça relève du champ émotionnel, parce que installer tout de suite la confiance, avant même que l'amour n'arrive, il y a une première notion, une première émotion qui émerge, c'est la peur. Est-ce que j'ai eu raison de faire confiance à ? Et manager par le cœur, manager par les émotions sont deux dimensions ou deux approches qui sont pour moi extrêmement proches l'une de l'autre et qui vont avoir pour ambition déjà d'avoir le courage de ne pas simplement penser la relation, mais aussi de la vivre. Pas forcément pour gérer les émotions, mais en tout cas pour en comprendre l'impact et la force que ça peut avoir quand on crée des relations en intégrant l'entièreté de la nature humaine avec laquelle on est en interaction. Oui, peut-être pour compléter, dire que l'émotion, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain aussi. On est un être intégral, on a une raison et on a des émotions. Et il peut s'avérer que, en tout cas dans certaines représentations du leadership, la notion d'émotion il faille les mettre sous le tapis, il faille les cacher, il faille être une personne solide, raisonnable, etc. Et puis que le collaborateur doit aussi cacher son émotion pour justement n'être que des objets peut-être face à face pour dialoguer dans une rationalité absolue, etc. Non, manager par le cœur, c'est aussi accueillir son émotion à soi et l'émotion de l'autre. C'est pouvoir accueillir ça dans certains moments, pas tout le temps peut-être, savoir aussi les réguler bien évidemment, mais accueillir le fait que soi et l'autre, nous sommes des êtres humains et que l'émotion peut être aussi un sujet à utiliser pour justement marquer des réalités d'entreprise. Dans une réunion, mon collaborateur n'a pas bien vécu tel échange, il le marque par une colère qu'il exprime. Cette colère, elle m'intéresse, je vais la reprendre, je vais rebondir sur cette colère. Tel manager montre la joie à recevoir un objectif que je lui confie, un projet que je lui confie, c'est intéressant de savoir qu'il est motivé, que cette joie va pouvoir l'entraîner probablement dans un engagement que je n'avais pas pressenti, etc., etc. Donc pour moi, l'émotion, comme l'intuition, comme l'empathie, ce sont des qualités humaines, des soft skills, comme on dit. Et pour moi, ces qualités, elles ont du poids, elles ont de la valeur. Et c'est très important de les reconnaître. C'est ça pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. On utilise souvent le mot empathie, alors le mot émotion. Et là aussi, racine étymologique, c'est pas mal parce que les deux premières lettres qui sont EM, ça signifie à l'intérieur d'eux. Et quand vous faites preuve d'empathie, vous essayez de comprendre ce qui se vit à l'intérieur de l'autre. L'émotion, c'est pareil, c'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et je reconnais ma propre émotion. Je suis dans une réunion, je suis déçue par le résultat de cette réunion, je le dis, je peux le dire. Je n'hésite pas à le dire, ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est l'émotion. Et d'être en vérité en tant que responsable, en tant que leader, c'est important parce que c'est modélisant. Ça veut dire que ma propre émotion que j'ose exprimer, ça veut dire que pour l'autre, il est aussi libre d'exprimer la sienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vois pas, moi. Je continue, Laurent, je vais en continuer une deuxième. Est-ce qu'un moyen de développer le management par le cœur ne serait pas de donner plus de responsabilités aux femmes aux postes importants de l'entreprise ? Ce cliché, Laurent.
Alors effectivement, je me permets de répondre. La question du soin, etc., est toujours beaucoup plus reliée à la jante féminine, dans les clichés et dans tous les archétypes du pouvoir, bien évidemment. Mais je vais dire à ces messieurs, allez chercher votre part de féminité en vous. Voilà, c'est tout. Bordel. Alors, je vois pas qui tu es, mais numéro 1. 1, 2. Bonjour, je suis Didier du 92. Merci Mouchette pour cette animation. Merci à vous de partager vos expériences. Moi, j'ai juste une petite question pour Florence. Est-ce qu'on pourrait avoir une toute petite explication du HLU, le Hearth Leadership University? Alors, Hearth Leadership University, c'est une université du cœur qui est une université qui veut éduquer les dirigeants au XXIe siècle, dans un monde marqué par les algorithmes, par la fragmentation de la société, par la transition écologique extrêmement douloureuse. Il veut réfléchir avec les dirigeants et les engager dans un parcours, dans une recherche, dans une réflexion qui les fasse prendre conscience du pouvoir du cœur et du pouvoir de leur humanité. Toutes ces qualités humaines que j'évoquais tout à l'heure, empathie, courage, intuition, ce sont des qualités qu'il faut révéler, qu'il faut vitaliser. Et donc ce parcours est destiné à ça. Donc l'Université du Cœur, c'est à la fois un parcours pour dirigeants, c'est aussi un lieu de recherche sur le leadership, recherche sur l'intelligence artificielle par exemple, et c'est aussi un lieu de partage de contenu, de regards croisés avec des spécialistes de sujets. Et le parcours lui-même que j'ai fait, que j'étais dans la première promotion, c'est un parcours qui dure 18 mois, donc c'est un parcours de temps long, c'est un parcours dans lequel on construit des relations au sein du groupe, dans lequel on va dans les territoires, sur des thématiques données, la thématique de la gouvernance, la thématique justement des émotions, la thématique du leadership collectif, la thématique de l'éthique, etc. Différentes thématiques qui sont abordées à l'aune académique, mais aussi à l'aune de la rencontre, de réalisation de dirigeants dans les lieux dans lesquels nous allons, d'expériences partagées, de capitalisation, de co-développement, voilà, qui permettent justement de prendre conscience d'une transformation, de se transformer soi-même et de prendre conscience aussi de la transformation qu'on peut soi-même accomplir de manière à être plus pertinent et de tenir compte de réveiller sa part d'humanité. Voilà. Donc c'est un très beau parcours. En tout cas, moi, je l'ai vécu de façon magistrale parce que je m'étais un petit peu assombrie au sein d'un directoire très masculin avec des collègues qui avaient été mes anciens patrons. Je n'osais pas exister parce que mes valeurs et notamment ma fibre sociale, je l'avais essayé de la cacher, jugeant qu'elle n'était pas forcément valorisante. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait ce parcours, je me suis sentie beaucoup plus forte. Et c'est vrai que du coup, je me suis imposée en exprimant mes convictions et justement en allant jusqu'au bout, notamment de cette question de la qualité d'entreprise à mission que je n'aurais peut-être pas osé accomplir si je n'avais pas fait ce parcours. Donc voilà. Et donc il y a des promotions 2-3 fois par an dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. Voilà. Merci Florence. Beaucoup de résonance avec le CJD. En parlant avec Florence, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de valeurs communes. Donc c'est peut-être à proposer au JD. Il nous reste 1 minute 30, donc peut-être je vais vous demander en quelques mots de conclure cette table ronde. Avec peut-être, ça serait quoi vos clés, s'il fallait en retenir 2-3 pour repartir, aimer nos collaborateurs, notre écosystème. Florence ? Moi, j'ai juste un mot, c'est soyez vrai, soyez vous-même. Voilà. Et ayez conscience que cette vérité-là, cette authenticité-là, cet alignement avec vous-même vous aidera à accomplir des miracles. Stéphane ? Je crois que soyez vous-même, c'est la clé. Et en termes de clés complémentaires, c'est faire preuve de courage, d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à identifier quels sont les leviers de son estime de soi et ne pas déléguer l'estime de soi à d'autres. On a tendance à dire les autres ont plus de valeur que moi, on laisse aux autres la quantification de notre estime de soi. Non, ça, c'est pas jouable pour manager par le cœur. Et la deuxième clé, je pense, pour moi, c'est d'avoir la conscience de l'inconscience de sa peur. C'est-à-dire qu'on a souvent peur sans s'en rendre compte. Et cette inconscience de la peur
pour moi, est un frein. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la conscience de ça pour pouvoir se dire, finalement, plutôt que de créer des relations de domination et de soumission, comme je disais tout à l'heure, c'est créer des liens, des vrais, des liens par le cœur et ne pas simplement faire fonctionner la relation par la tête et par l'approche très rationnelle qu'on a tendance à nous mettre aujourd'hui sur le dos de managers de façon très descendante. Merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir.